Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 13 septembre. J'étais rendu au 16 déjà. Moi, ça passe assez vite comme ça. José Soucy, bon matin. Bon matin. José. Oui. Enfin. Écoute, je suis... J'ai ma copie aussi. Oui, nous avons chacun notre copie. En plus, écoute, ne reculant devant aucune dépense, nous avons chacun notre copie ce matin du complexe en santé durable Montmagny-Lillet. C'est le document que la députée Proulx a remis à la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Mais 2 points. Le premier, moi, je m'attendais à avoir une brique à peu près ça d'épaisse. Je m'attendais à plus épais, sincèrement. Oui. Parce qu'il y avait tellement de choses à retenir, mais non. Il y a, mon doux, peut-être une vingtaine de pages. S'il y a 20 pages, à peu près 25 pages. Et aussi, ce que je retiens, José, étant à la fin de leur durée de vie utile, les infrastructures culturelles et sportives de la région Montmagny-Lillet s'avèrent une opportunité incontournable de revoir l'approche de son développement. Ainsi, le projet du complexe culturel et sportif en santé durable Montmagny-Lillet est l'expression physique qui pourrait marquer l'ensemble du territoire où le gouvernement du Québec pourrait intervenir de façon très significative et innovante. Moi, j'apprends rien là-dedans, parce que les infrastructures de l'école Cazot, ça fait plus de 50 ans qu'on a construit la polyvalente. Ça a été inauguré début 74, si ma mémoire est bonne. Là. Sous le gouvernement de Jean Lesage, ça te donne une idée. Là. Que penses-tu de ça, José? Michel, quelques commentaires. Premièrement, ce que j'ignorais, c'est que tu vas à la page de la fin et ça dit... Le montant, là, de leur côté, les municipalités seraient prêtes à contracter des emprunts totalisant 4,6 millions de dollars. Ça, je ne le savais pas. Est-ce qu'on parle uniquement de Montmagny ou de toutes les MRC de Montmagny et Lillet? Il va falloir que je demande des détails là-dessus. Et l'autre aspect également, pour le volet culturel, ça va bien, le montage financier est déjà fait. Et on a les programmes en question. Tandis que pour le volet sportif, on le voit ici, on a besoin de 30 700 000 $. C'est 80 % du budget, et on parle de contribution gouvernementale, mais en même temps, il faut le déposer dans un programme, Michel. Là, tu peux pas arriver et cogner à la porte. J'ai besoin de 30 millions de dollars. Peux-tu me prêter ça, s'il vous plaît? As-tu 30 millions? Ça fonctionne pas de même, là. Et ce que je retiens également, c'est pas dans le document en question. Par contre, dans le communiqué de presse qui a été envoyé vendredi dernier, parce que tu sais, Michel, ça a été présenté vendredi dernier devant leurs membres puis les gens là, qui veulent avoir le complexe en question. Et Alexandre Lemieux a été clair, il faut absolument que ça soit déposé dans le PQI, le Programme québécois des infrastructures, le fameux programme dont Marie-Ève Proulx ne voulait rien savoir, prétextant que le document ou le projet en question ne se qualifiait pas dans le dit programme. Alors, on revient à la cause départ. Je veux dire, c'est la même problématique depuis le début. Tu as Marie-Ève Proulx qui voulait avoir ça d'une telle façon, qui disait que le PQI n'était pas bon, alors que les autres membres, eux, veulent le déposer dans le PQI, tout simplement. Mais on parle, c'est pas rien, là, c'est rendu à 57 millions de dollars. Oui, c'est ça. Je voulais justement revenir là-dessus. C'est que quand on a commencé à parler de ce projet-là, José, souviens-toi, on parlait de 40 millions. Entre 30 et 40 millions. Oui. Et là, ça a monté à 50. Et là, on est tout près de 60. Et je te rappellerai qu'on en est à c'est 27 pages, là. Alors, on est en élection. Et le temps qu'on sache comment tout ça, avec les nouveaux députés qui sont en poste, le nouveau gouvernement, le ministère qui recevra ce projet-là, l'étude, est-ce que on va se ramasser avec une affaire de 75 millions? Je ne sais pas, mais au rythme que ça va, là, écoute, ça fait quoi, José? 2 ans qu'on parle de ce projet-là? Au moins 2 ans facilement, mais je pense que ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille sur le dossier en question. Je veux dire, ça fait longtemps. Et on est parti de 30 à 40 millions, et là, on est rendu à tout près de 60. Et ça va continuer parce que tu sais qu'avec l'inflation, ça n'a pas fini d'augmenter.
Et là, je commence, si ça n'arrête pas, là, parce que si on pensait demander 30 à 40 millions, ce qui était quand même raisonnable, mais là, si on embarque dans des projets de 60-70 millions, je commence à penser qu'il y a peut-être des fonctionnaires qui vont être un peu frileux à octroyer ce projet-là, même à travers le PQI. On sait qu'il y a de l'argent dans le PQI, là. Ouais. Mais est-ce que le gouvernement, José, je pose ça aux journalistes, est-ce que le gouvernement serait prêt à investir 70-75 millions dans un projet de complexe de santé durable à Montmagny? Ben, ça devient politique, Michel, là, ça c'est clair. Là. C'est parce que dans le gouvernement actuel qui est sur sa fin, là, peut-être qu'on va avoir une nouvelle version du gouvernement caquiste, mais le travail ne s'est pas fait dans ce dossier-là parce qu'il aurait dû être, à mon sens, déposé dans le PQI parce que je vois le montage financier, mais je ne vois pas le financement récurrent là-dedans. Là. C'est-à-dire qu'il y a un coût de roulement pour ce complexe-là. Si ça vaut 60 millions, là, je présume que ça ne coûtera pas 50 000 par année à faire rouler, tu comprends? Fait qu'il manque quand même certaines informations, mais bien entendu, Michel, ça va se passer du côté politique. Il va falloir qu'il y ait toute une poussée politique pour que ça passe, parce que plus qu'on attend, plus que ça coûte cher. Puis, tu sais, comme moi, Michel, on s'endette à vitesse grand V, au fédéral comme au provincial. Il va falloir, à un moment donné, resserrer les cordons de la bourse. Mais en même temps, c'est un bon projet. Et, comme je l'ai dit, là, ça va être aux politiciens de décider, à ceux qui vont être élus et au gouvernement en place. Juste peut-être pour résumer, José, ce document-là, c'est la suite du document qui a été déposé par la MRC que Mme Proulx, la députée actuelle, a fignolé, permettez-moi, là, pour le politiser, là, pour pouvoir Exactement. C'est le document politisé, là. Tout à fait. Pardon? C'est le document politisé là, que Marie-Ève Proulx parlait. Voilà. Sauf qu'il était supposé être déposé le 15 juin. On est rendu au mois de septembre. Ça a quand même pris un certain temps. Mais là, on l'a. Là, j'espère que ça va avancer, ce dossier-là, parce que selon moi, ça traîne depuis trop longtemps. Bon. Et là, il est déposé à la Chambre de commerce. Il n'est pas déposé dans un ministère quelconque au gouvernement, là. Parce qu'il faut que ça passe par les ministres. De la manière que Marie-Ève Proulx nous avait vendu ça, il fallait qu'elle aille elle-même le vendre aux ministres concernés. Mais là, elle ne sera plus là. Fait que, je veux dire, on repart pas tout à fait à zéro, Michel, là, mais j'espère qu'on ne revivra pas ça encore un autre 4 ans, là, excuse-moi le terme, du tatouinage, parce que ça avance pas, là. Puis moi, quand ça avance pas, ça avance pas. On fait du surplace, même Absolument, des fois, absolument. on fait un petit pas en arrière. Oui. Est-ce que les candidats aux élections actuelles s'approprient ce dossier-là? Est-ce que ça fait partie des plateformes électorales de chacun des candidats? Bien, Frédéric Poulin, ce qu'il a dit, le candidat conservateur, c'est qu'il fallait qu'il soit déposé dans le PQI et qu'elle allait l'appuyer. Et je pense qu'il a l'appui d'Éric Duhem, son chef, concernant ce dossier-là. Pour ce qui est de Mathieu Rivet, parce qu'on s'entend, là, ça se joue entre Mathieu Rivet et Frédéric Poulin, du moins pour le moment. Il a dit qu'il allait travailler extrêmement fort pour le faire avancer. Et comme il m'avait dit à son lancement de campagne, et José, tu me connais, il y a quand même des précédents, là. Il y a des antécédents en la matière. Il a réussi là, le financement de la salle André-Gagnon. Fait que c'est sûr qu'il faut donner la chance aux coureurs également. Je pense que si c'était Mathieu Rivet, on pourrait espérer que ça avance aussi. OK. Et les trois autres, là, Québec solidaire, Parti québécois et Parti libéral dans Côte-du-Sud? Bien, le Parti québécois a fait allusion. Je pense que c'est un peu le même cas de figure, Michel. Là. Il faut que ça soit poussé politiquement. Je pourrais toutes les nommer, mais je pense que tout le monde est pour la tarte aux pommes. En même temps, il faut aller la chercher à la bonne place. Écoute, on reçoit tous les candidats. Ils ont confirmé qu'ils seront avec nous la dernière semaine du mois de septembre. Attendez, c'est la semaine du 26 septembre. On va recevoir tous les candidats ici, du lundi au vendredi. Ils sont 5, donc on a 5 jours. Tout juste la semaine avant les élections. Et tu peux être certain que ça va faire partie des priorités. Ah, ça, c'est sûr. De la question pour chacun des candidats. Michel, c'est le dossier pour Montmagny, c'est celui-là. Pour la Pocatière, c'est le pavillon de médecine vétérinaire. Bien que le pavillon de médecine vétérinaire, c'est tellement gros que ça englobe la Côte-du-Sud, parce que la Côte-du-Sud, c'est un endroit historiquement où l'agriculture est extrêmement forte, de sorte qu'on a vraiment 2 gros dossiers présentement pour la Côte-du-Sud. Et c'est ça qui rend, par ailleurs, la campagne électorale intéressante, Michel. José, est-ce que tu imagines que si demain matin, on avait notre complexe sportif en santé durable et qu'on avait la médecine vétérinaire à la Pocatière, la force qu'on se donne en Côte-du-Sud? Absolument. Tu as totalement raison. Et c'est le rôle des politiciens de vendre ces projets-là, parce qu'on ne peut pas attendre après les autres. On ne peut pas attendre après les autres circonscriptions pour que les autres circonscriptions viennent nous aider. On doit prendre
la balle au bon et agir de notre propre gré afin de faire avancer nos dossiers. Là. Il faut être réellement autonome, puis je te dirais même, c'est pas le bon terme, mais agressif pour aller chercher ces dossiers-là, parce qu'il y a de l'argent, puis si c'est pas notre comté qui va le chercher, ça va être les autres comtés qui vont y aller. Donc, on a besoin d'une bonne représentation de politiciens, du politique ici, là, pour faire avancer ces deux dossiers d'importance. L'argent est disponible. Si Absolument. on ne la prend pas, d'autres vont l'avoir. Oui. José, Éric Duhem sur la défensive concernant ses finances personnelles. Moi, j'ai compris la semaine dernière que, c'était peut-être un locataire qui devait payer les taxes municipales, mais là, hier, ce sont les taxes scolaires. Ça ne paraît pas tellement bien pour le chef du Parti conservateur du Québec actuellement. Absolument, Michel. Je sais qu'il y a une explication ce matin. Antoine Robitaille, il y a un texte dans le Journal de Québec qui explique qu'Éric Duhem a voulu l'aider. Puis, comme le hasard fait bien les choses, Antoine Robitaille connaît le locataire en question, donc il a pu valider sa version. Et la version d'Éric Duhem se tient, c'est-à-dire que c'est un homme, là, pour résumer, qui avait des difficultés financières. Éric Duhem lui a dit, garde, paye le câble, les taxes municipales, au lieu de charger un loyer, puis on va s'organiser. Mais même là, il était père de 3 enfants, il y a eu des problèmes de relations de couple, là, je te résume ça comme ça, puis finalement, il n'a pas été en mesure de payer. Ça, c'est correct, c'est une histoire, mais là, tu as les taxes scolaires, puis tu as l'Hydro-Québec en 2012 qui avait oublié de payer. Je veux dire, la politique, Michel, c'est toujours une question de perception. Bien qu'Éric Duhem soit un excellent politicien, puis c'est une bête politique, un peu comme Jean Charest l'était jadis, c'est des choses qui paraissent mal, parce qu'on s'attend qu'un potentiel premier ministre... Pur et sans tâche. Hein? Ben oui, mais ça OK, on s'entend que c'est assez rare, mais quand même, on s'attend qu'un potentiel premier ministre soit en mesure de bien gérer son budget personnel, bien qu'il puisse avoir des difficultés. Sauf que l'opposition a réussi à s'accrocher là-dessus. Puis ça va nuire à Éric Duhem dans la mesure où sa base électorale, elle est acquise. Mais lorsque va venir le temps d'aller chercher d'autres voteurs dans d'autres partis politiques, d'autres électeurs, ben les gens vont dire, puis j'en ai vu sur Internet hier que je connais un peu, puis ils disaient, ben c'est moi, je peux pas faire confiance en quelqu'un qui est pas capable de bien administrer ses finances personnelles. Mais donc, José, il ne faut pas se cacher que ça sème le doute dans certains... c'est exactement ce que je dis. Là. Dans l'esprit de plusieurs. Exactement ce que je dis, mais comme je te dis également, c'est que sa base est déjà acquise, sauf que ça va être un peu plus difficile à partir de ce moment-là d'aller chercher d'autres voteurs. En contrepartie, les débats n'ont pas encore eu lieu et Éric Duhem va possiblement être très fort dans les débats. C'est là que ça va jouer, selon moi, l'élection en 2022. Ça reste à suivre, bien entendu. Il doit s'expliquer ce matin, oui. Ce que je sache. On a vite changé d'idée du côté des députés québécois ayant appuyé Charest. Et que je suis surpris. Oh! Hey, sérieux? José, je suis surpris que tu me parles de ce titre-là ce matin. Non, mais c'était ridicule. Écoute, t'as entendu Gérard Deltel, puis d'autres. Ils n'ont pas le choix, José. Non, je sais bien, mais 2 journées avant, ils déchiraient leur chemise, puis ça n'avait pas de bon sens, Je sais pas ce que ces gens-là avaient la tête, là, mais avec le résultat qu'on a eu, là, 68 versus 16 %, il aurait dû savoir avant que... Et des gornottes pour les autres, là? Non, ben oui, mais je pense qu'il aurait dû tempérer leurs propos. Même Bernard Généreux, on a vu la photo avec Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, il a un petit sourire en coin, puis Bernard Généreux, je l'ai déjà vu plus à l'aise que ça sur une photo, là. Ils n'ont pas le choix, mais écoute, ils ont fait un mauvais choix, puis il faut qu'ils vivent avec, mais ils ont l'air quand même un peu ridicules, sincèrement, là. Puis laisse-moi te raconter cette anecdote-là. Tu sais qu'en 2015, j'ai travaillé pour François Lapointe. Et François Lapointe avait participé à la campagne à la chefferie de Thomas Mulcair, c'est-à-dire qu'il l'avait appuyé. Puis il y avait des gens qui étaient réellement contre. La journée que Thomas Mulcair a été appuyé, ceux qui étaient contre, là, puis là, je vais emprunter les propos de mon ami François Lapointe, là, il lui aurait sucé les orteils. Il était sur des tables, ça criait, puis c'était incroyable. Une forme d'hypocrisie quand même, là, mais en même temps, c'est la politique canadienne et québécoise, puis c'est de même partout d'ailleurs. Ouais, mais comme je le disais au début, c'est qu'ils n'ont comme pas le choix, c'est le nouveau chef. Alors, faut que tu te rallies. Tu n'as pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Tu as le droit de prendre pour un ou pour l'autre. Mais à un moment donné, c'est lui qui est élu, puis en plus avec 68 %. Ben c'est ça, je te dis donc, pas. Donc, tu n'as pas le choix de te rallier. Ça avait été 52, je sais pas, moi, 48, mettons. Là, écoute, t'as pas le choix, là, t'as vraiment une opposition forte en face de toi, mais ils ont récolté un maigre 16 %. Ils ont l'air fous un peu, mais en même temps, c'est la vie, la politique, mon vieux, là. J'ai hâte de voir, parce que là, c'est vraiment de l'opposition que M. Trudeau va avoir en face de lui. Là. Tout à fait. Alors, j'ai hâte de voir de quel bois se chauffe Poilievre. Ben, on l'a déjà vu, puis c'est un adversaire redoutable en chambre.
Ben, écoute, ça va être intéressant. Suivre la rentrée parlementaire à Ottawa qui a lieu le 20 septembre, me semble, c'est ça? Ben, c'était à la veille, là, mais en que même j'ai temps. attendu le 20 septembre. C'est sûr que ça va arriver avant la fin des élections provinciales, mais présentement, ce qu'on entend parler, c'est l'élection, puis là, on voit que ça commence à bouger. Ça joue très bas en passant, là. Les couteaux volent très bas au provincial en 2022. Merci, José. C'est toujours très intéressant, ces commentaires de fin d'émission dans l'actualité. Demain, on a la chronique culturelle avec Marie-Ève Lamonde et Cynthia Lamontagne. Et Chloé Thibault sera avec nous pour nous parler de la course aux couleurs du Sud qui se déroulera samedi à Notre-Dame-du-Rosaire. Voilà, ça complète. Bonne journée. À demain.